Alors, les données sur lesquelles on va se pencher pour répondre à cette question, ce sont les données de PISA 2018. Donc, si vous êtes ici, vous avez sans doute déjà entendu parler de l'enquête PISA, qui est une enquête internationale qui teste les acquis des élèves à 15 ans dans environ 80 pays. Ici, on ne va pas du tout traiter des 80 pays. Nous, on va simplement s'attarder sur les pays européens parce que les autres pays ne sont pas tous comparables avec la Belgique. L'enseignement en République dominicaine ou dans les Philippines n'est pas comparable avec notre enseignement. Et donc, cette enquête PISA, elle teste les acquis des élèves dans 3 disciplines, que sont les mathématiques, les sciences et la lecture. Et bon, PISA, c'est une enquête internationale de qualité qui est néanmoins critiquable, ne fût-ce que par ses orientations. Hein. C'est une enquête qui vient de l'OCDE, donc qui a quand même une certaine connotation libérale, mais qui constitue, les enquêtes PISA constituent vraiment un très bon outil pour mesurer les inégalités sociales des pays, les inégalités sociales scolaires des pays, pardon, et pour comparer les inégalités sociales de différents pays. Pour ça, PISA est vraiment un outil précieux. Alors, quelques informations sur l'échelle PISA avant de commencer. Vous voyez ici sur l'axe horizontal les scores des élèves à l'enquête PISA. Alors, les scores PISA, ils vont de 0 jusqu'à 1000. Ici, on ne voit pas en dessous de 200 ni au-dessus de 800 parce qu'il n'y a pratiquement pas d'élèves qui ont plus de 800 et pratiquement pas d'élèves qui ont en dessous de 200 points. Alors, ce graphique, donc, a comme axe horizontal les scores PISA et l'axe vertical correspond au nombre d'élèves qui ont chacun de ces scores. On voit donc que, si je remonte ici au score de 500, on voit que le score médian, le score moyen, en tout cas de l'échantillon qu'on va reprendre, il est d'environ 500 points. 500 points, c'est le score moyen des pays européens à l'enquête PISA. On voit également que 2 tiers des élèves de notre échantillon ont entre 400 et 600 points, ont obtenu entre 400 et 600 points à l'enquête PISA. Alors, il y a un écart type de 100. L'écart type, c'est un indice d'inégalité sur lequel je ne vais pas trop m'attarder pour l'instant. L'écart type, c'est une façon standard de mesurer les inégalités. Alors, dans le prochain graphique, on va commencer à regarder, à jeter un œil sur les inégalités dans le système, dans les systèmes éducatifs belges. Donc, néerlandophone et francophone. Alors, ce graphique-ci représente les résultats des élèves belges dans les 3 disciplines dont on a fait la moyenne. Alors, ces élèves belges sont divisés en 4 groupes. Ces 4 groupes apparaissent ici, le premier quartile, le deuxième quartile, le troisième quartile, le quatrième quartile. Alors, comment a-t-on fait ces 4 groupes? Eh bien, en fonction d'un critère socio-économique, enfin 2 critères socio-économiques. En gros, dans le premier quartile, on va retrouver les 25% d'élèves les plus pauvres. Dans le quatrième quartile, seront rassemblés les 25% d'élèves les plus riches, les milieux les plus aisés. Et on a donc le deuxième quartile et le troisième quartile qui sont des quartiles intermédiaires. Alors, ce qu'on voit, c'est que les élèves belges du premier quartile ont une moyenne de 445 points à l'enquête PISA, tandis que les élèves du quatrième quartile ont une moyenne de 558 points. Donc, les 25% les plus riches ont 558 points à PISA, et qu'il y a donc un différentiel de 113 points entre les 25% les plus pauvres et les 25% les plus riches.
Et cet écart-là, on va le retrouver de la même façon en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est très légèrement supérieur en Flandre, mais donc c'est vraiment une caractéristique qui vaut à la fois pour le nord et pour le sud du pays. Alors, est-ce que cette différence de 113 points est grande? Est-ce qu'elle est petite? C'est ce qu'on va voir dans les dias suivantes, comparé à d'autres écarts et à ce même écart entre riches et pauvres dans d'autres pays. Alors, on revient à notre premier graphique et on va un petit peu jouer avec ce graphique pour prendre conscience de l'ampleur de certaines inégalités dans notre système éducatif. On ne prend ici que les résultats mathématiques, mais on aurait pratiquement la même chose si on avait pris la lecture ou les sciences. Alors, je vais vous montrer maintenant l'écart entre les garçons et les filles en mathématiques. Voilà. On voit deux courbes. Il y en a une qui est légèrement décalée vers la droite. C'est la courbe des garçons. Ça veut dire que les garçons ont un score très légèrement supérieur à celui des filles en mathématiques. Alors, ça s'observe en Belgique et dans tous les autres pays. Mais on voit que l'écart est très, très faible entre les garçons et les filles. On observerait la même chose en sciences et en lecture, on observerait la même chose dans l'autre sens, où c'est les filles qui ont des scores légèrement supérieurs à ceux des garçons. On va maintenant voir l'écart non plus entre les filles et les garçons, mais entre les francophones et les néerlandophones. On voit qu'il est plus important. Hein. C'est peut-être un des écarts dont on parle le plus dans les médias. C'est cet avantage des néerlandophones, qui sont la courbe qui est décalée vers la droite, sur les francophones, la courbe qui est vers la gauche. Cet écart, il est d'environ, en mathématiques, si mes souvenirs sont bons, de 20-25 points. Et on va maintenant regarder en Belgique, enfin, l'écart entre les élèves les 25% d'élèves les plus riches et les 25% d'élèves les plus pauvres. Et là, on voit de façon très évidente que cet écart entre riches et pauvres, il est bien plus grand que les autres écarts dont on parle peut-être parfois plus souvent. Donc, cet écart entre riches et pauvres est bien plus grand que l'écart entre francophones et néerlandophones, et encore bien plus grand aussi que l'écart entre les filles et les garçons. Donc, les principales inégalités du système éducatif belge, sont bien des inégalités qui sont en lien avec l'origine sociale des élèves. De très loin, ce sont là les inégalités les plus fortes. Alors, sur ce graphique de gauche, chaque petit point bleu représente un élève belge. Alors, donc, on voit qu'il y a plusieurs milliers d'élèves belges qui ont participé à l'enquête PISA. Sur l'axe horizontal est représenté l'indice socio-économique des élèves. C'est-à-dire que plus on va vers la droite, plus on a des élèves qui viennent de milieux aisés. Plus un point est situé vers la gauche, plus on a des élèves qui proviennent de milieux défavorisés, de milieux populaires. Donc là, on va voir, il y a toutes sortes de critères pour fixer cet indice socio-économique. Il y a la profession des parents, le niveau d'études des parents, les possessions, est-ce qu'il y a une femme de ménage à la maison, il y a toutes sortes d'indices. Et donc, à droite, on voit les élèves issus de milieux les plus aisés, et à gauche, les élèves de milieux populaires défavorisés. Sur l'axe vertical, on a là le score obtenu par les élèves. Donc, plus un point est haut, plus l'élève a obtenu un score élevé à l'enquête PISA. Dernière chose qui nous reste à observer sur ce graphique, c'est cette droite de régression en rouge qui, à partir de tous les élèves, donne une tendance. Et alors, on voit que on voit que cette droite de régression a une pente ascendante, hein, elle est inclinée vers le haut, une pente d'ailleurs assez forte.
Et donc, elle nous dit, comme on peut le voir dans le nuage de points, mais de façon un petit peu moins nette, elle nous dit que plus l'indice socio-économique est grand, est élevé, plus le score est élevé. Bon, ça s'observe évidemment dans tous les pays, il n'y a rien de nouveau à ça. Mais ce qui diffère d'un pays à l'autre, par contre, c'est l'inclinaison de cette droite de régression. Plus la droite de régression est inclinée, plus c'est pentu, plus l'ampleur des inégalités est forte. Donc ça, c'est déjà une première façon de regarder les inégalités, c'est de regarder dans tous les pays la pente de cette droite. Plus la pente est forte, plus les inégalités sont grandes. Il y a une autre chose qu'on peut regarder dans ce graphique, c'est l'éloignement entre les points bleus et la droite. Alors, cet éloignement, il nous renseigne sur une autre facette des inégalités qui sont davantage en lien en fait avec l'équité. L'équité, c'est de se dire, tiens, à quel point y a-t-il un déterminisme social? À quel point les origines des élèves pèsent sur les scores qu'ils obtiennent à PISA? Et plus les points vont être proches, vont être en phase avec la droite de régression, plus le déterminisme social joue, et donc moins les enfants de milieux populaires ont une chance, ont de probabilités d'échapper au poids de leurs origines à l'école. Plus le niveau, moins leur émancipation sociale sera possible. Alors, ce que nous avons produit, nous, pour être plus synthétique, c'est un indice d'inégalité sociale scolaire qui prenne en compte les deux facteurs. Donc, le facteur ampleur des inégalités et le facteur du déterminisme social. Et quand on combine ces deux facteurs en faisant en quelque sorte une multiplication des deux facteurs, on obtient un classement de l'inégalité sociale scolaire des différents pays européens. Alors, on voit que la Hongrie est le pays dans lequel il y a le plus d'inégalités, où l'indice d'inégalité sociale scolaire est le plus élevé. On voit tout de suite qu'en deuxième place, on trouve la Flandre. Hein. VLG, c'est Vlaamse Gemeenschap, donc c'est l'enseignement flamand. Et on voit que il y a la France et la Slovaquie. On retrouve immédiatement après l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, nos enseignements néerlandophones et francophones sont dans le top 5 des enseignements les plus inégalitaires d'Europe. À l'autre extrémité, on a les pays qui sont les moins inégalitaires, parmi lesquels l'Estonie, la Lettonie, l'Islande et la Norvège, sur lesquels on va revenir. On aurait pu prendre un autre bon élève. On a choisi la Norvège, qui est un des pays qui, enquête PISA après enquête PISA, est toujours dans les pays les plus inégalitaires. Et on voit que la différence entre la Norvège, qui a un indice de 0,5, est très fort avec l'indice belge, hein, ou l'indice Wallonie-Bruxelles ou flamand, puisqu'il est environ du tiers. C'est un rapport de 3 à 1 entre les indices de la Vlaamse Gemeenschap et de la Fédération Wallonie-Bruxelles par rapport à la Norvège. Alors, Cécile, je vais proposer de faire une première pause ici, une première interruption pour voir s'il y a des questions à propos de ces inégalités sociales ou si, point de vue de la compréhension, tout est OK. Tout va bien, j'ai aucune question. Donc, tout va bien? Bon, allez. Oui. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans l'analyse en observant un autre graphique. Alors, c'est un graphique qui est toujours un graphique qui concerne la Belgique, mais où les points ne représentent plus les élèves. Les points ici représentent les écoles. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup moins de points que sur le graphique précédent. Et donc, ce ne sont plus des élèves, mais chaque point bleu, c'est une école. Alors, les axes sont les mêmes qu'au graphique précédent. On voit l'indice socio-économique de l'école cette fois, et non plus de l'élève. Alors, pour calculer l'indice socio-économique moyen de l'école, que fait-on? Simplement la moyenne des indices socio-économiques des élèves. On fait la moyenne des indices socio-économiques des élèves, et on obtient l'indice socio-économique moyen de l'école. Et sur l'autre axe, c'est toujours la même chose.
il représente en fait le score PISA moyen, mais de l'école évidemment aussi. Alors là, on observe une relation, hein, une association entre l'indice socio-économique de l'école et l'indice et le score PISA moyen obtenu par les élèves de cette école. Pardon. Plus les écoles ont un public, une composition sociale, plus elles rassemblent en fait des élèves des milieux favorisés, plus le score est élevé et vice-versa. On va maintenant voir le graphique de la Norvège avec les mêmes axes. Et je vais vous laisser quelques secondes de silence pour comparer le graphique de la Belgique avec celui de la Norvège. Voilà. Alors, ce qu'on voit de façon très, très évidente quand on compare les écoles belges et les écoles norvégiennes, c'est que du côté norvégien, les points sont nettement plus condensés. Alors, ça signifie deux choses. Ça signifie qu'en Norvège, il y a nettement moins qu'en Belgique d'écoles qui rassemblent des publics homogènes. Pour parler plus clairement, il y a moins d'écoles ghetto en Norvège qu'en Belgique. En Belgique, il y a ici un grand nombre d'écoles qui ne rassemblent que des élèves très défavorisés. On regarde en dessous de l'indice moins 0,5, ici, il y a toutes sortes d'élèves qu'on pourrait appeler des écoles ghetto avec uniquement des enfants pauvres. En Norvège, en dessous de moins 0,5, il n'y en a pas. Même chose de l'autre côté. En Belgique, il y a plus d'écoles ghetto de riches qu'en Norvège aussi. Une autre chose qu'on remarque, c'est que les écarts de performance entre les écoles norvégiennes sont nettement moins grands que les écarts entre les écoles belges. Alors, Olivier, je peux t'interrompre juste parce que j'ai une question quand même, mais c'était sur un slide précédent, en fait, elle vient d'arriver. Oui. Et on te demande, concernant les données du slide précédent, à propos de l'indice socio-économique dans les pays de l'Est, n'est-il pas moins fluctuant? Alors, je ne sais pas si tu sais répondre à cette question. Par rapport à... Attends, je présume que c'est ce... Je ne sais pas par rapport à quel graphique, Cécile, excuse-moi. À mon avis, encore avant. Ah oui, le bâtonnet. Oui, à mon avis, oui. Et tu peux répéter la question, excuse-moi? Donc, on se demandait si l'indice socio-économique dans les pays de l'Est n'était pas moins fluctuant, pardon. Est-ce qu'il y aurait des disparités plus grandes, peut-être, entre... Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Ouais. Si la question, c'est celle des disparités, oui. Est-ce que, par exemple, ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'il y a plus de disparités ou moins de disparités en Belgique, socio-économiques en Belgique que dans d'autres pays? Si c'est ça la question, on va y revenir plus tard. Ça va? Sinon, je demande à la personne peut-être de reformuler la question et je la retraiterai soit à la fin du webinaire ou... Voilà, excusez-moi, je retombe sur... Voilà. Alors, on voit donc, quand on... Oh, zut, décidément. On voit donc sur le graphique de gauche, pardon, que quand on observe l'ensemble des systèmes scolaires européens, eh bien, il y a un lien représenté par la droite rouge entre la ségrégation, le fait qu'il y ait beaucoup d'écoles ghetto, et l'inégalité sociale des performances. Alors, l'axe vertical nous renseigne sur la ségrégation sociale que l'on observe dans un système éducatif, c'est-à-dire le pourcentage d'élèves qui sont dans des écoles ghetto. Écoles ghetto, c'est de riches ou de pauvres. Donc, le pourcentage d'élèves qui sont dans des écoles ghetto, ici,
Donc, plus on est vers le 0, plus on est vers la droite, plus il y a d'élèves dans des écoles ghetto. La télé, hein. Et sur l'axe... ma caméra et... Attention, il y a une petite voix là qui s'égare. Voilà. Ici, c'est une conférence pour le CAP. Comme on n'a pas eu une cours la semaine passée, le lundi soir, voilà. Et sur l'axe vertical, excusez-nous, sur l'axe vertical, c'est les inégalités sociales des systèmes éducatifs. Et on voit donc que les systèmes éducatifs où il y a beaucoup de ségrégation sociale dans les établissements scolaires, donc où il y a beaucoup d'écoles ghetto, ont tendance à avoir beaucoup d'inégalités. Beaucoup de ségrégation est associée à beaucoup d'inégalités du système éducatif. Plus il y a de ségrégation, plus on observe d'inégalités. Alors, il faut être prudent néanmoins avec ce graphique. Il montre qu'il y a une corrélation, donc une association entre la ségrégation et les inégalités de performance du système éducatif, mais ça ne permet pas de dire qu'il y a le sens de la causalité, par exemple. Ça ne permet pas de dire que la ségrégation produit les inégalités de performance. Ça pourrait être aussi l'inverse. Les inégalités de performance qui produisent de la ségrégation. On pourrait par exemple penser qu'un système éducatif dans lequel il y a beaucoup d'inégalités, dans un système éducatif dans lequel il y a beaucoup d'inégalités, les parents seraient tentés, seraient enclins à chercher l'entre-soi social pour simplement mettre leurs enfants dans les meilleures conditions d'apprentissage. Donc ici, on voit que plus il y a de ségrégation, enfin une forte ségrégation est associée à une forte inégalité, mais on ne peut pas encore parler de causalité, ça on le verra un petit peu plus tard. Sur le graphique de droite maintenant, celui-ci, il y a un axe qui est toujours le même, c'est le pourcentage d'élèves en école ségrégée, donc la proportion d'élèves qui fréquentent une école ghetto, qui est inscrit dans une école ghetto. Donc plus on va vers la droite, plus il y a d'écoles ghetto. Plus il y a d'élèves dans des écoles ghetto, pardon. Et ici, l'axe vertical, on a le score moyen à PISA. Et ce graphique est intéressant parce qu'il permet de battre en brèche un argument qu'on peut parfois entendre, qui serait de dire, si on met fin à la ségrégation scolaire, donc si on mélange les publics dans les écoles, on va niveler vers le bas, on va baisser le niveau. Eh bien, ce graphique permet de dire que ce n'est pas le cas. Quand on regarde l'ensemble des systèmes éducatifs européens, on voit plutôt une relation négative entre la ségrégation et la performance moyenne des systèmes éducatifs. La Finlande, par exemple, prenons la Finlande qui a très peu d'écoles ghetto, elle a un score élevé. La Hongrie qui a beaucoup d'élèves dans des écoles ghetto a un score nettement plus faible que la Finlande. Donc, rien ne permet de penser que la mixité sociale, donc le fait de rompre avec la ghettoisation scolaire, entraîne un nivellement vers le bas. Ça, c'est ce qu'on voit très clairement quand on examine l'ensemble des pays européens. Est-ce qu'il y a des questions, Cécile? Non, je n'ai pas de questions. OK. Alors, on passe à la suite de l'analyse. On a donc vu qu'il y avait une relation entre la ségrégation et les inégalités, mais on ne peut pas encore à ce stade établir une causalité à coup sûr. On ne peut pas encore dire que la ségrégation entraîne les inégalités parce qu'il pourrait y avoir un mécanisme inverse qui joue aussi. Donc, on va essayer d'être plus précis et plus rigoureux dans les analyses en essayant maintenant de trouver véritablement des causalités qui expliqueraient à la fois les inégalités, l'iniquité et les ségrégations. Alors, on va en passer
on va regarder de plus près, pardon, 6 causes possibles de la ségrégation et des inégalités. La première, c'est le fait qu'un système éducatif soit ou non organisé en marché scolaire ou en quasi-marché scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire, un marché scolaire? Eh bien, un système éducatif qui est organisé en marché scolaire est un système éducatif où les acteurs, parents, directeurs d'école ou même réseau, ont la main sur le choix de l'école et sur l'acceptation et le refus des élèves, par exemple pour les directions. Le marché scolaire désigne aussi les systèmes éducatifs où il y a beaucoup de concurrence entre écoles, entre réseaux et même entre parents pour obtenir les bonnes écoles. Alors, en Belgique, il y a vraiment beaucoup de marchés scolaires. Il n'y a presque aucune régulation, si ce n'est le décret inscription, mais qui agit relativement peu. Et donc, c'est vraiment une caractéristique fondamentale de nos systèmes scolaires néerlandophones et francophones, le marché scolaire. Et on va voir si ceci ne jouerait pas un rôle dans les inégalités. Alors, une autre chose sur laquelle on va se pencher, c'est la filiarisation. La filiarisation, c'est la présence de filières. On va voir s'il tient, est-ce que la présence de filières dans un système éducatif joue sur les inégalités. Alors, on va aussi regarder si le redoublement joue, si le financement joue, le financement de l'éducation, est-ce que plus un système est financé, plus il est égalitaire, ou est-ce que ça ne joue pas? On va aussi se pencher sur 2 causes qui sont externes au système scolaire. La première de ces 2 causes externes, c'est celle des inégalités de revenus. Tiens, est-ce que les pays où il y a beaucoup d'inégalités de revenus entre les habitants, est-ce que ces inégalités de revenus entre habitants peuvent expliquer le fait qu'il y ait beaucoup d'inégalités scolaires? Est-ce que beaucoup d'inégalités dans la société expliquent qu'il y ait beaucoup d'inégalités à l'école? Dernière variable qui est aussi externe à l'école et qui pourrait expliquer l'ampleur des inégalités, c'est l'immigration. Tiens, est-ce que l'immigration est une explication convaincante pour expliquer les inégalités scolaires? Est-ce que c'est dans les pays où il y a le plus d'immigration qu'on va fatalement retrouver l'inégalité scolaire la plus forte? Et donc, on va passer en revue de façon assez rigoureuse ces 6 facteurs potentiels des inégalités scolaires. On aurait pu en ajouter d'autres. On a pris, nous, ceux-ci, qui sont des facteurs structurels, en tout cas pour les 4 premiers, parce qu'ils sont faciles à mesurer. Alors, sur ce graphique, à nouveau, on voit l'ensemble des pays européens, l'ensemble des systèmes éducatifs des pays européens. Sur l'axe horizontal, on voit la combinaison des facteurs de quasi-marché. Alors, comme facteur de quasi-marché, on a fabriqué un indice qui tient compte de 3 facteurs. Le quasi-marché, ça va être ici 3 choses. Ça va être le degré de liberté de choix qui revient aux parents. Est-ce que les parents ont une prise forte ou faible sur le choix de l'école? C'est le cas en Belgique où les parents choisissent l'école. C'est eux-mêmes qui vont inscrire leur enfant dans une école. C'est eux qui choisissent. Ce n'est pas du tout le cas dans plein d'autres pays où c'est les pouvoirs publics, soit qui proposent une école, soit qui affectent les enfants à une école précise. Et donc là, la liberté de choix est très réduite pour les parents. Alors, dans le quasi-marché, il y a d'autres facteurs. C'est la présence de réseaux concurrents. Est-ce qu'il y a un réseau privé, par exemple? Est-ce que ce réseau privé est grand ou est petit? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence entre les réseaux? Et le quasi-marché, dans le indice de quasi-marché qu'on fabrique, il va prendre en compte une 3e variable qui est la liberté des chefs d'établissement de se profiler pour un certain public, d'accepter un public et d'en refuser d'autres. Donc, ces 3 variables ensemble permettent de construire un indice de quasi-marché. Plus on va vers la droite, plus le marché est fort. Plus on est vers la gauche, moins les acteurs ont de choix et moins donc les parents ont la main sur le choix de l'école. Et moins il y a de concurrence entre réseaux et entre écoles. Alors,
l'indice vertical, c'est toujours le même, c'est l'indice d'inégalité sociale. Et donc, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe de façon très claire, grâce à nouveau à cette droite de régression qui donne la tendance, que plus il y a de marchés, plus l'inégalité est forte à l'école. On voit même, dans ce carré qui est dans le coin supérieur droit, que tous les pays qui ont beaucoup de marchés scolaires ont fatalement beaucoup d'inégalités sociales. Donc, si un pays organise son système scolaire à la manière d'un marché, immanquablement, on voit que tous les pays qui organisent leur marché scolaire en quasi-marché ont beaucoup d'inégalités sociales. Alors, la Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles figurent dans ce carré où il y a beaucoup de quasi-marchés et donc beaucoup d'inégalités sociales. Alors, dans le coin inférieur gauche, on voit aussi toutes sortes de pays et ça nous renseigne sur une autre chose. Ça nous dit que tous les pays qui ont un indice d'inégalité scolaire faible, donc tous les pays qui ont peu d'inégalités, se caractérisent par un marché faible aussi. Et alors, autre chose que l'on peut voir ici, c'est que 3 pays, la France, l'Allemagne et la Suisse, malgré un indice de quasi-marché faible, ont un indice d'inégalité sociale élevé. Donc, ils ont peu de marchés, mais malgré tout, beaucoup d'inégalités. Et enfin, dans le 4e cadran où il n'y a pas d'école, ce cadran nous dit que il n'y a pas d'écoles qui ont beaucoup de marchés et qui, malgré qu'elles aient beaucoup de marchés, parviennent à produire de l'égalité. Alors, qu'est-ce que ce graphique nous permet de dire? Bien, il nous permet de dire que le quasi-marché, c'est une condition, la faiblesse du marché, la réduction du marché scolaire est une condition indispensable, une condition nécessaire pour produire de l'égalité. S'il y a du marché, l'égalité n'existe pas. Il n'y a aucun pays qui, avec beaucoup de marchés, parvient à produire de l'égalité scolaire. Ce graphique nous dit aussi, quand on regarde ces 3 pays ici, que la faiblesse, la réduction du marché scolaire est une condition nécessaire à l'égalité, mais pas suffisante. Il y a des pays qui ont peu de marché, mais qui, malgré tout, ont beaucoup d'inégalités. Et ça, on va essayer de le comprendre, même si on voit qu'il n'y a que 3 pays qui sont dans le cas. Cécile, n'hésite pas à m'interrompre. Oui, peut-être, parce qu'en fait, ici, il y a une réflexion sur, je voulais la garder pour plus tard, mais peut-être que ça parlait du fait qu'il y a des contre-exemples justement à la relation entre la ségrégation et les performances, comme la Flandre, la Grèce et l'Italie. Et on montre aussi que, toujours la même personne, disait qu'il est souvent mal accepté par le public de prendre les pays nordiques comme bons élèves. Mais il est intéressant de voir que l'Italie et l'Angleterre, par exemple, ont des scores bas en inéquité scolaire. Et je crois que ça revient un peu à ce que tu viens d'expliquer avec le marché scolaire sur le slide juste avant, où on montrait justement à propos de la Grèce et de l'Italie qui se retrouvent là en bas à gauche. Et ça peut peut-être répondre à la question de la personne qui posait cette question-là. Non, ce qu'on voit ici, c'est que l'Italie, par exemple, je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à la question, sinon on donnera la parole à la personne peut-être à la fin pour qu'elle explique un petit peu mieux sa question. L'Italie a un marché modéré, il est en dessous de 1, ce n'est pas comparable avec la Flandre ou la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a peu de marché, elle a une filiarisation, oui, on s'en va parler après, elle a peu de marché, et elle n'a pas énormément d'inégalités sociales. Après, une autre question est la question des moyennes des pays, mais qui n'est pas ici, qui n'est pas apparente dans le graphique. Après, est-ce que
À propos des pays nordiques, etc., c'est vrai qu'ils sont... Il faudrait déjà faire le tri entre pays nordiques parce que la Norvège est... Par exemple, entre la Norvège et la Suède, je ne vais pas le faire ici parce que ça prendrait du temps, mais la Norvège et la Suède, qui sont deux pays nordiques, ont des tendances qui sont un peu différentes. Mais ça, c'est vraiment des questions extrêmement précises que alors je propose de poser à la fin. D'accord. Donc, graphique de gauche, c'est le même qu'auparavant. Plus de marché, plus d'inégalités. Alors, ici, on a un R carré. Alors, ça, c'est des statistiques que je vais essayer de traduire en termes clairs. Un R carré de 48,6%, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'ampleur du marché scolaire prédit 48,6% des différences d'inégalités scolaires entre les pays européens. Donc, l'ampleur du marché nous permet déjà d'expliquer à elle seule 48,6% des différences qu'on observe entre les pays comparées du point de vue de leur égalité scolaire, ce qui est vraiment énorme. Le graphique de droite nous parle du second aspect de nos causes potentielles qu'on se proposait d'investiguer auparavant, mais il investigue la question de la filiarisation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par filiarisation? Là aussi, c'est un indice qui comprend deux variables ici. La filiarisation, pour quantifier la filiarisation d'un système éducatif, on prend deux variables. La première, c'est la longueur du tronc commun. Tiens, est-ce qu'on sépare tôt ou tard les élèves en plusieurs filières? L'autre critère, le second critère de la filiarisation, c'est le pourcentage d'élèves qui quittent la filière générale, la filière principale. Et donc, avec ces deux critères, la longueur du tronc commun et le pourcentage d'élèves qui restent dans la filière principale ou qui la quittent, on obtient un indice de filiarisation. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien que plus il y a de filiarisation et plus l'inégalité sociale du système éducatif est élevée. À nouveau, on le voit avec la droite qui fait une régression à partir de l'ensemble des systèmes éducatifs et qui donne une tendance. Plus il y a de filiarisation, plus les inégalités sont élevées. Et alors, on a aussi un R carré, un coefficient de détermination de 45,1%. Qu'est-ce que ça signifie? La même chose on va utiliser la même phrase que pour le premier graphique. Ça signifie que la filiarisation détermine à elle seule 45,1% de l'inégalité sociale, ce qui est aussi énorme. Donc, quand on a les facteurs du marché scolaire et les facteurs de la filiarisation, sont deux facteurs extrêmement puissants qui jouent et qui entraînent des inégalités sociales à l'école. Là, on a vraiment deux facteurs massifs qui expliquent les inégalités sociales. Plus de filiarisation, plus de marché, ça joue très très fort sur les inégalités sociales à l'école. 48,6%, 45,1%. Alors, on pourrait penser, avec ces deux chiffres, qu'il suffit de les additionner et que si on additionne l'explication donnée par le marché, 48%, et l'explication donnée par les filières, 45%, on a déjà expliqué 94%, si je ne m'abuse, des inégalités scolaires, en tout cas des différences d'inégalités scolaires intra-européennes. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que je ne vais pas rentrer dans des raisonnements statistiques trop complexes, mais ces deux variables-là ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire que, en fait, les pays où on retrouve le moins de quasi-marché, le moins de marché scolaire,
sont aussi les pays dans lesquels on va retrouver le moins de filiarisation. Et donc, en quelque sorte, ces deux explications-là, elles se superposent. Et elles produisent à elles deux, elles permettent donc la filiarisation et le marché scolaire. Quand on réunit tout ça ensemble, ça permet d'expliquer 56,6% des différences d'inégalité scolaire intra-européenne. Donc, plus de la moitié de notre écart de performance en termes d'égalité avec les autres pays européens est expliqué par le marché scolaire et la filiarisation, qui sont donc deux variables sur lesquelles on doit absolument agir si on veut produire de l'égalité scolaire. Cécile, est-ce qu'il y a des questions? Non. Sur ces deux gros morceaux-là? Non, rien. Alors, ce graphique, je vais aller assez rapidement sur ce graphique parce qu'il redit des choses d'une autre façon. Ici, on a ce graphique qui permet de représenter l'effet conjoint du marché et de la filiarisation. Ici, sur l'axe horizontal, on a l'importance du marché scolaire. Plus on est à droite, plus il y a le marché. Et sur l'axe vertical, on a l'importance de la filiarisation. Plus on est haut, plus c'est filiarisé. Plus il y a d'élèves dans les filières secondaires et plus il y a des... plus tôt, on oriente les enfants en différentes filières. Quoi. Moins le tronc commun est long. Alors, la taille des bulles, représente le niveau d'inégalité. Plus la bulle est grande, plus il y a d'inégalités. Donc, on voit que l'enseignement flamand, ici, a une grosse bulle, il y a beaucoup d'inégalités. L'enseignement islandais a une petite bulle, il a peu d'inégalités. Et les couleurs sont une autre façon de symboliser la taille, mais les couleurs, il n'y a pas besoin d'y être attentif, ça représente aussi les inégalités. En fait. Plus c'est bleu, moins il y a d'inégalités, plus c'est rouge, plus il y a d'inégalités. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, dans ce premier rectangle, on voit que tous les pays qui ont un indice de marché scolaire élevé présentent de fortes inégalités, ce qu'on voyait déjà avant. Beaucoup de marchés, beaucoup d'inégalités. En effet, dans ce rectangle, il n'y a que des grosses bulles. Dans ce carré figurent tous les pays qui ont peu d'inégalités. Alors, il y en a aussi qui ont beaucoup d'inégalités, comme la France et la Suisse, mais en tout cas, tous les pays qui ont peu d'inégalités, ils sont dans ce carré-ci. Je ne vais pas m'attarder sur la France et la Suisse, on peut y revenir après. Ce sont deux cas un petit peu spéciaux qui expliquent pourquoi ils figurent ici, mais je ne vais pas m'y attarder pour l'instant. Ce qui est important de voir ici, c'est que tous les pays qui ont peu d'inégalités, ils sont dans ce carré-ci. Et ce carré-ci, il est caractérisé par deux choses. Il y a peu de marché scolaire ou un marché scolaire modéré et une filiarisation faible ou modérée. Ça nous montre bien que pour tous les pays qui parviennent à mettre en œuvre un enseignement équitable et égalitaire, eh bien, tous ces pays-là, ils ont peu de marché et peu de filiarisation. Sans avoir la conjonction des deux, on ne parvient pas à produire de l'égalité scolaire. Bon, on peut prendre l'Islande, la Norvège, la Finlande. Hein. Ils ont très très peu de marché, très très peu de filiarisation. Ce sont les pays qui sont, avec l'Estonie, les plus égalitaires. Alors, on a donc montré que le marché scolaire et la filiarisation expliquaient, c'est les deux chiffres qu'on voit ici, beaucoup des inégalités sociales scolaires. À eux deux, si on prend le marché scolaire et la filiarisation, eh bien, on a déjà expliqué 56,6% des différences intra-européennes d'inégalité scolaire, ce qui est énorme. On pourrait aussi se poser, on avait aussi fait l'hypothèse du financement. On voit que le financement explique nettement moins fort les inégalités scolaires. Donc,
on a un coefficient de détermination de 11,5%. Et donc, c'est malgré tout pas du tout négligeable. Hein. C'est une explication qui est moins importante, mais qui joue son rôle. Le niveau de financement explique un petit peu aussi les inégalités scolaires d'un système éducatif. Alors, derrière le financement, qu'est-ce qui se cache? En gros, le financement étant pour une bonne partie le salaire des professeurs, ce qui se cache derrière le financement, c'est notamment la taille des classes. Plus le financement est élevé, plus les classes ont tendance à être petites. C'est un indicateur indirect, pourrait-on dire, du nombre de classes, de la taille des classes. Pardon. Évidemment, pas un indicateur parfait parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent, comme la hauteur du salaire des enseignants. Alors, le redoublement expliquerait 24,5% des différences européennes d'inégalité scolaire, mais il faut être prudent avec le redoublement comme explication de ces inégalités sociales scolaires. C'est un petit peu le même problème qu'on avait avec la ségrégation, c'est que ici, la corrélation de 24%, c'est très difficile d'en faire une causalité. Je m'explique. On pourrait penser que c'est le redoublement qui est la cause de l'inégalité sociale scolaire. Plus il y a de redoublement, plus il y a d'inégalité. Mais on peut aussi faire l'hypothèse inverse, c'est-à-dire plus il y a d'inégalité dans un système éducatif, plus les enseignants, les écoles sont enclines à recourir au redoublement. L'un et l'autre ne s'excluent pas, mais disons que dans les 24%, il y a sans doute, il y a à coup sûr les deux qui jouent. Le redoublement a tendance à accroître les inégalités, mais les inégalités elles-mêmes provoquent le redoublement. Donc, il faut être relativement prudent avec le redoublement. Il y a eu pas mal de débats encore l'année passée entre quelques auteurs belges sur le poids du redoublement, et c'est quelque chose qui est encore en débat, même si on peut déjà dire que le redoublement n'est pas une très bonne solution, hein, ça c'est clair, mais en tout cas, ce serait trop court de dire que la suppression du redoublement va avoir des effets miraculeux en termes d'égalité scolaire. Ici, les chiffres ne permettent pas du tout de le dire. Alors, il y a nos deux derniers facteurs explicatifs potentiels qui jouent, eux, très peu. Alors, c'est l'inégalité de revenus et l'immigration. On voit qu'ils expliquent très, très, très peu les différences scolaires. Les inégalités de revenus, c'est en fait une variable qui mesure l'inégalité dans la société. Tiens, est-ce qu'en Belgique, est-ce qu'en Bulgarie, est-ce qu'en Hongrie, il y a beaucoup de différences entre les riches et les pauvres en termes de moyens financiers, en termes de salaire. Et on voit que ça explique très très peu les inégalités scolaires. C'est à nouveau un calcul statistique hein, que je ne vais pas détailler ici, mais l'ampleur des inégalités dans une société prédit très peu et très peu associé, permet de prédire très très peu les inégalités du système éducatif de ce pays. Et l'immigration, c'est la même chose. Le pourcentage d'élèves immigrés dans un système éducatif ne permet d'expliquer que 2,8% des différences européennes d'inégalité scolaire. Donc, ces conditions, ces variables externes ne permettent pas du tout, comme on l'entendrait parfois, d'expliquer les inégalités scolaires des systèmes éducatifs européens. L'immigration et les inégalités de revenus dans la société ont un rôle vraiment négligeable quand on analyse les données PISA 2010. Voilà, Cécile, est-ce qu'il y a des questions pour la fin de cette analyse? Non, toujours pas. Toujours pas? Eh bien, on va donc passer à... Ici, on a fait l'analyse des différents systèmes éducatifs et en résumé, qu'a-t-on vu?
eh bien, que les deux grands facteurs qui expliquent les inégalités scolaires en Europe et donc en Belgique, c'est l'ampleur du marché scolaire, qui est très forte en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles, et la filiarisation. Ça, ce sont les deux facteurs structurels majeurs qui jouent sur les inégalités scolaires. On a vu qu'il y avait d'autres facteurs qui jouaient un peu moins, comme le financement, et derrière le financement, le nombre d'élèves par classe, et le redoublement, dont on ne sait pas très très bien quelle est l'ampleur, quelle est vraiment la cause et la conséquence entre le redoublement et les inégalités scolaires. Et il y a une relation là qui se joue dans les deux sens. Mais à partir de ce constat, l'APED, l'appel pour une école démocratique, a des recommandations à faire aux décideurs politiques et à tout qui, aux experts, à tous les acteurs qui sont attachés à la démocratisation de l'enseignement. Notre première recommandation, mais elle résulte directement de notre analyse, c'est absolument de réguler le marché scolaire. C'est la priorité absolue. Le marché scolaire belge provoque beaucoup de ségrégation scolaire. Quand on laisse les parents et les écoles totalement libres, enfin totalement libres, pour les écoles ce n'est pas le cas, mais en tout cas les parents, quand on laisse beaucoup de liberté aux parents pour choisir l'école des enfants, on aboutit forcément à beaucoup d'écoles ghetto, dont la Belgique est vraiment, c'est vraiment une caractéristique déterminante et distinctive des systèmes éducatifs belges. Il y a énormément d'écoles ghetto. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient du fait qu'il y a beaucoup de liberté laissée aux parents et on les force même à prendre l'initiative. Ici, les pouvoirs publics en Belgique, et il n'y a pas beaucoup de pays où ça se passe comme ça, en Belgique, les pouvoirs publics ne proposent pas une école aux parents, c'est les parents qui sont obligés de prendre l'initiative de trouver une école par eux-mêmes. Ce qui est, ça nous paraît très naturel en Belgique parce qu'on a toujours connu ça, mais ce n'est pas la même chose dans la plupart des autres pays, et en tout cas, c'est certainement pas comme ça que ça se passe dans les pays égalitaires. Donc, pour nous, pour lutter contre la ségrégation, les écoles ghetto et donc l'inégalité scolaire, la première chose à faire, c'est de réguler le marché scolaire. Bon, comment faire? Eh bien, pour des raisons constitutionnelles et politiques, c'est difficile en Belgique de ne pas laisser le choix aux parents de l'école de leur enfant et d'affecter de façon unilatérale les écoles aux enfants ou les enfants aux écoles. Et donc, nous, ce que nous proposons, c'est non pas de contraindre les parents à inscrire leur enfant dans une école A et une école B, mais tout au moins de leur proposer une école. Chaque parent, au début de l'école fondamentale ou de l'école primaire, se verrait proposer une école. Alors, une école qui n'est pas prise au hasard. Une école, dans cette affectation des écoles aux enfants, on fait attention à deux choses. Évidemment, la proximité géographique. Il ne s'agit pas que les enfants aillent dans une école située à 20 km de chez eux. Et la mixité sociale. Veiller, à côté du critère géographique, à ce que dans toutes les écoles, on mélange des enfants de milieux différents pour faire disparaître les écoles ghetto. Alors, comment est-ce qu'on fait pour concilier proximité et mixité sociale? Eh bien, nous, on a essayé de tester cette proposition-là avec un algorithme informatique. Et on l'a testé pour les écoles bruxelloises. Alors, voici des cartes de Bruxelles. Et à gauche, c'est la situation qui existe aujourd'hui dans les écoles bruxelloises. Et les points rouges désignent les écoles qu'on pourrait appeler des écoles ghetto de pauvres. Et les points bleus désignent des écoles qu'on pourrait désigner comme des écoles ghetto de riches. Et entre le rouge et le bleu, il y a du mauve. Ben ça, c'est des écoles où les publics sont un peu plus mêlés. On voit que sur la carte de gauche, donc la situation en 2011, qui est toujours la même en 2020 d'ailleurs, il y a beaucoup d'écoles ghetto de pauvres, beaucoup d'écoles ghetto de riches.
avec le logiciel, l'algorithme informatique qu'on a testé et qui fait attention à la fois à la proximité et à la proximité géographique et à la mixité sociale des écoles, on a fait une simulation informatique avec un chercheur de l'Université catholique de Louvain et on est parvenu après simulation, à cette cartographie des écoles. Et on voit qu'il n'y a plus du tout de points rouges et il y a des points bleus qui subsistent. Donc, il ne subsiste pas de points rouges, il n'y a plus d'écoles ghetto de pauvres, mais il subsiste dans les communes très huppées de la région Bruxelles-Capitale, des écoles ghetto de riches qu'on ne sait pas éliminer, sinon ça ferait aller, on serait obligé de... Enfin, le critère de la proximité géographique ne pourrait pas être respecté. Parce qu'ici, vraiment, il y a des quartiers où la ségrégation résidentielle est tellement forte, c'est tellement des quartiers où il y a une concentration de gens aisés que c'est impossible dans ces quartiers-là de ne pas avoir d'école ghetto de riches. Alors, ce tableau dit la même chose que les cartes, mais en termes chiffrés. Oh, zut, pardon. Alors, je vais pas passer, on va pas regarder le détail du tableau, mais simplement sous le tableau. Dans la situation actuelle, il y a 20% d'écoles ghetto de pauvres. Avec l'algorithme qu'on a testé pour voir si notre proposition était réaliste, on parvient à éliminer toutes les écoles ghetto de pauvres. Alors, il y avait dans la situation réelle actuelle, il y a 20% d'écoles ghetto de riches. Avec la solution qu'on a simulée informatiquement, il n'y a plus que 6% d'écoles ghetto de riches. Et on voit donc que les écoles mixtes, qui sont celles-ci, il y en a 34% actuellement, et on parvient avec notre proposition à Bruxelles à 76% d'écoles mixtes. Donc, réguler le quasi-marché scolaire à Bruxelles pour produire de la mixité sociale et non plus de la ségrégation, c'est possible. Alors, j'ai manqué de précision par rapport à cette première proposition que l'APED fait, qui est de proposer une école aux parents en tenant compte de 2 critères. C'est que les parents seraient libres de refuser l'école qui leur est proposée par les pouvoirs publics. Alors, si les parents refusent l'école, ils doivent alors eux-mêmes se débrouiller pour inscrire leur enfant dans une autre école, mais ils ne seront pas prioritaires pour inscrire leur enfant dans une autre école. Et puis, surtout, on sait qu'il y a peu de chances que les parents refusent. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a peu de chances que les parents refusent? Ce n'est pas simplement de l'optimisme, c'est que quand ces systèmes ont été testés ailleurs, on sait bien qu'en gros, les familles populaires acceptent dans leur quasi-entièreté, les familles populaires acceptent l'école qui leur a été attribuée. Et donc, fatalement, comme les enfants de milieux populaires vont rester dans l'école qui leur a été affectée, eh bien, on est sûr qu'il y aura des enfants de milieux populaires dans toutes les écoles. Et donc, même s'il y a encore quelques parents qui veulent changer d'école, on est certain d'avoir nettement plus de mixité sociale dans les écoles. Voilà. Ça, c'est donc notre première proposition. Alors, je ne vais pas passer en revue le détail de ce tableau-ci, mais ce tableau-ci montre simplement que dans la situation que nous avons simulée, donc de proposition des écoles aux parents en tenant compte de la mixité et de la géographie, on parvient même à réduire la distance école-domicile des enfants. En moyenne, dans la situation actuelle à Bruxelles, c'est 1,3 km et on pourrait faire descendre ça à 900 km. Je ne vais pas m'attarder sur ceci, mais c'est simplement pour montrer que pour faire de la mixité à Bruxelles, il n'y a pas du tout besoin de demander aux enfants d'aller à l'école à 15 km de chez eux. Voilà. J'ajoute quand même que c'est une simulation qui a été faite pour les écoles primaires et pas les écoles secondaires. Donc, première proposition, recommandation de l'APED, réguler le marché scolaire. Seconde proposition de l'APED,
absolument jouer sur la taille des classes et pas n'importe quand, en début de scolarité. Alors, cette proposition pourrait paraître étonnante parce qu'on entend souvent dire que la taille des classes joue très peu sur les performances et l'égalité entre les enfants. Alors, ce qui fait dire ça souvent dans les médias notamment, c'est qu'il y a effectivement des recherches qui ont semblé montrer ce genre de choses. Si on réduit la taille des classes, on n'obtient pas de grands résultats. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails ici de ces recherches, sauf si on pose la question par après, mais il y a beaucoup de recherches qui sont en fait de mauvaise qualité, qui ont été faites comme ceci et qui étaient de mauvaise qualité parce que il y a un critère de la recherche qui n'était pas respecté, c'est le fameux toutes choses égales par ailleurs. Donc, on comparait des petites classes et des grandes classes, mais par exemple, on comparait, il y a eu ça en Suisse, des petites classes, des grandes classes dans les années 70 avec des petites classes dans les années 90, et donc c'est très difficile de comparer des petites classes et grandes classes, mais à 20 ans d'intervalle. Et donc, ce ne sont pas des recherches très rigoureuses. Par contre, il y a des recherches rigoureuses qui ont été faites, notamment aux États-Unis et aussi un peu en Angleterre. Il y en a une qui a été faite dans le Tennessee sur une dizaine de milliers d'élèves et qui consistait là à être très rigoureux. Alors, que faisait cette recherche? D'une part, elle faisait d'un côté il y avait 3 conditions. Une condition avec des classes d'environ 15 élèves, une autre condition avec des classes d'environ 22 élèves, et une troisième condition avec des classes de 22 élèves, mais un enseignant qui venait en renfort dans ces classes quelques heures par semaine. Donc, petite classe, première condition, petite classe. Deuxième condition, grande classe. Troisième condition, grande classe, mais avec un enseignant en appui, un second enseignant en appui. Et ces recherches-là, elles montrent que les petites classes, en début de scolarité, il faut vraiment que ce soit en début de scolarité, donc là, ils faisaient la dernière année des maternelles et les 3 premières années du primaire, eh bien, les petites classes, elles ont un effet très, très fort, à la fois sur les performances moyennes des élèves et sur les inégalités, parce qu'en fait, les petites classes, elles profitent surtout et massivement aux enfants de milieux populaires. Cette enquête-là, elle est relayée sur notre site. Il y a énormément d'articles sur le site de l'APED. Vous pouvez retrouver le détail de ces enquêtes sur les tailles des classes. Voilà, souvent on les appelle les enquêtes STAR, si on peut retenir l'acronyme comme ça. Et vous tapez ça sur notre site et vous allez tomber facilement sur cette analyse plus détaillée du rôle de la taille des classes. Donc, deuxième recommandation, la taille des classes. Troisième recommandation, qui est en lien avec le pacte d'excellence, c'est de séparer le secondaire inférieur du secondaire supérieur. Alors, pourquoi ? En fait, le pacte d'excellence propose un tronc commun qui est plus long. Ce qui est on l'a vu, comme la filiarisation est un critère important, c'est une très bonne chose d'allonger le tronc commun. Mais le problème, c'est que si vous allongez le tronc commun, mais que vous ne scindez pas le secondaire inférieur qui fera partie du tronc commun et le secondaire supérieur qui ne fera pas partie du tronc commun, il va se produire une espèce de faux tronc commun, un tronc commun théorique, mais dans les faits, on va aboutir à nouveau à des écoles inégales parce qu'on risque d'avoir des élèves qui s'inscrivent en première secondaire en voyant déjà ce qui va se passer dans cette école-là en 4e secondaire. S'ils savent que cette école-là en 4e secondaire est plutôt une école qui est orientée vers la professionnalisation, on va avoir un certain type d'élèves dès la première secondaire dans cette école. Si l'école d'à côté en 4e secondaire propose du général comme on le fait aujourd'hui, il y a de fortes chances que déjà en première secondaire vont aller s'inscrire dans cette école-là des enfants qui se prédestinent dont les parents visent le général, et on risque donc d'avoir déjà
des publics très différents dans deux écoles qui sont censées faire partie du même tronc commun. C'est pour ça que nous, on préconise de scinder le secondaire inférieur et le secondaire supérieur. Et quand on aura fait tout ça, alors, nous, on propose que le tronc commun ne vienne qu'après avoir fait toutes ces choses. Après avoir régulé le marché scolaire pour assurer la mixité, après avoir réduit la taille des classes et après avoir séparé le secondaire inférieur du secondaire supérieur. Si on fait un tronc commun sans rien faire sur le marché, comme on l'a vu, eh bien, le tronc commun risque d'être très peu efficace en termes d'égalité. Pourquoi? Parce qu'on va, comme on n'aura pas agi auparavant sur les inégalités qui sont déjà engendrées dans l'enseignement fondamental, maternel et primaire, le tronc commun va être extrêmement périlleux à mener parce qu'on va se retrouver en première secondaire avec des élèves qui ont des niveaux scolaires extrêmement différents. Et donc, pour nous, le tronc commun, c'est une excellente idée, c'est une excellente proposition. Il faut absolument un tronc commun. Mais ce tronc commun, pour qu'il réussisse, il faut d'abord avoir gommé les inégalités qui se créent en primaire et en maternelle. Et pour ça, il faut d'abord avoir régulé le marché scolaire pour qu'il n'y ait plus d'écoles ghetto. Il faut d'abord avoir réduit la taille des classes. Il faut d'abord avoir scindé secondaire inférieur et secondaire supérieur. Voilà les conditions qui nous paraissent réalistes pour que le tronc commun fonctionne. Et évidemment, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé dans cette visioconférence. C'est la pédagogie, sur laquelle d'ailleurs je ne vais pas trop m'étaler ici. Et évidemment, nous n'avons pas du tout parlé de la pédagogie, mais il est évident que la pédagogie joue sur les inégalités scolaires. On ne l'a pas pris en compte ici parce que les chiffres PISA ne permettent pas vraiment de dire des choses très rigoureuses en termes de pédagogie, mais il est évident que ça joue. Néanmoins, on a vu aussi, grâce à cette visioconférence et aux statistiques qu'on a montrées, que ce n'est pas la pédagogie qui va faire tout. On a bien vu que tous nos critères ensemble, donc redoublement, quasi-marché, filiarisation, redoublement et financement, taille des classes, donc, tout ça explique déjà 60% des inégalités intra-européennes. Donc, ça permet de circonscrire le rôle de la pédagogie qui ne peut plus au maximum expliquer que ce qui reste maximum 40%. Quoi. Ça ne veut pas dire que ça ne joue aucun rôle, il est évident que ça joue un rôle, mais attention, tout miser sur le pédagogique, c'est n'agir que sur 40% au grand maximum des inégalités scolaires. Donc, il faut absolument du structurel et évidemment du pédagogique, mais le pédagogique à lui seul ne peut pas résoudre les problèmes d'inégalité scolaire. Voilà. Toutes ces recommandations, nous les avons rassemblées dans une pétition qui nous permet aussi de discuter avec d'autres mouvements pédagogiques et qui nous permet de proposer des choses au pouvoir public. Et cette pétition, elle est sur notre site. Elle s'appelle « Ambition et équité pour l'éducation ». Et il y a ici en dessous l'adresse du site internet de l'APED, sur lequel vous pouvez signer notre pétition.